discussion. De notre côté, on a fait en sorte que cette année, on puisse repartir avec encore une panoplie de connaissances et d'expériences qu'on va apporter ici avec vous. Alors, j'ai l'habitude de le dire, hein, donc je le répète encore, l'idée ici, ça va être qu'on puisse à la fois discuter, mais aussi partager des expériences, d'accord, et pouvoir acquérir des compétences. Donc l'idée, c'est pouvoir être concentré au maximum, éviter d'être dans un environnement bruyant, éviter d'être à un endroit où vous n'allez pas entendre convenablement. Si vous êtes en train de marcher, veillez à désactiver votre micro jusqu'à la fin de la réunion. Et surtout, si vous avez la possibilité de pouvoir le suivre sur un ordinateur, suivez le webinaire sur un ordinateur. Mais si vous n'en avez pas la possibilité, vous pouvez toujours le suivre sur votre téléphone. Mais éliminer tout ce qui est réseaux sociaux et tout ce qui est potentiellement une source de distraction. Alors, ici, l'idée, c'est, comme d'habitude sur MindUp, on va faire en sorte qu'on puisse discuter. Et dans cette discussion, l'idée, ça sera qu'on puisse partager, qu'on puisse échanger. Et qu'on puisse, comme ça, donc, dire tout ce qui pourrait nous bloquer en ce qui concerne la communication générale et même en ce qui concerne la vie de tous les jours. Donc, nous attendons à ce que chacun puisse être sans jugement, que chacun puisse vraiment dire ce qu'il pense, comme il le pense, pour pouvoir avoir comme ça une solution. L'idée, c'est pas seulement que je puisse parler jusqu'à la fin, mais qu'on puisse avoir un feedback pendant toute la discussion et qu'on ne puisse ni se moquer de ce que les gens disent et qu'on puisse avoir surtout une bienveillance réciproque vis-à-vis de ce que les gens vont dire et surtout une notion de confidentialité au cas où quelqu'un dirait quelque chose d'assez personnel. Alors je vous invite également à avoir un engagement personnel. L'idée c'est de pouvoir comprendre que peu importe les efforts que je puis faire pour pouvoir comme ça vous emmener à connaître tout ce qui est de la communication interpersonnelle, il en va de votre effort à vous de pouvoir le mettre en place. Si vous ne décidez pas de pouvoir le mettre en place, ça sera difficilement quelque chose de constructif. Donc c'est pourquoi, pour l'instant, ce que je propose, c'est que on puisse discuter un peu et qu'on puisse le faire sur la barre de discussion ou alors qu'on puisse désactiver ou activer notre micro et donc parler. Alors la première question que j'ai envie de poser, c'est en termes de communication interpersonnelle. Quand vous entendez parler de communication interpersonnelle, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous dit? À quoi ça vous fait penser, la communication interpersonnelle? C'est vrai que le sujet il est assez abstrait, hein, on va dire, pour certaines personnes. Donc, vous pouvez parler dans la barre de discussion, ou alors tout simplement activer ou désactiver votre micro. Je ne sais pas, c'est activer, oui, activer votre micro pour pouvoir parler. Donc, quand vous entendez comme ça communication interpersonnelle, qu'est-ce que ça vous dit? Communication interpersonnelle. Alors, la parole est à qui veut la prendre. Vous pouvez également écrire dans la barre de discussion. Je vous ai dit que c'est un échange, l'idée étant qu'on puisse échanger jusqu'à la fin du webinaire. Oui, personne? Ok, j'ai Pap Chow qui dit la communication entre plusieurs personnes. D'accord. J'ai Graciano qui dit c'est la communication entre deux ou plusieurs personnes en dehors d'une prise de parole en public. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vos définitions. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? La communication entre deux ou plusieurs personnes en dehors d'une prise de parole en public. Oui. Quelqu'un d'autre? Communication interpersonnelle. Qu'est-ce que ça vous dit? Non? Rien? Alors, la communication interpersonnelle, ça va être donc comme ça, hein, comme l'a dit Graciano, oui, je ne sais pas si je le prononce bien, comme l'a dit Graciano, ça va être la communication donc entre
une ou entre deux ou plusieurs personnes en dehors donc d'une prise de parole en public. Alors, l'idée que j'ai envie de déconstruire déjà de base, d'entrée de jeu, c'est de pouvoir comprendre que la communication est une compétence. Communiquer n'est pas forcément quelque chose avec lequel on est, et bien communiquer surtout n'est pas forcément quelque chose avec lequel on est. Il y a des gens, il y a des individus ou des personnes qui, malheureusement, hein, à force de côtoyer, on va dire, des personnes qui communiquent mal, finissent par mal communiquer et finissent souvent par se dire que c'est ça la communication. J'ai souvent entendu, j'ai vu un interview d'ailleurs récemment sur les décorations qui se sont faites pour Noël à Dakar. On était en train d'interviewer un monsieur et on lui a dit bonjour monsieur, qu'est-ce que vous pensez des décorations de cette année? Et le monsieur a dit écoutez, pour moi, les décorations de cette année, franchement, elles sont vraiment nulles. Je ne sais pas, voilà, ce n'est que mon avis, mais elles sont vraiment nulles. Alors, je voyais ça et je disais à mon ami qui était à côté de moi, mais comment il peut dire que c'est nul? Nul, c'est nul égale zéro, nul c'est rien, nul c'est le néant. Et donc je lui disais, mais écoute, je pense que c'est juste un problème de communication. Ce qu'il voulait dire, c'est plutôt qu'il aurait voulu que ça puisse être mieux, qu'on pouvait faire mieux, mais qu'en aucun cas les décorations de cette année étaient nulles. Et en plus, que ces décorations ont suscité plusieurs réactions sur les réseaux en disant que c'était vraiment des très belles décorations. L'idée étant de comprendre que, en le disant ça, il n'était pas forcément en train de vouloir faire quelque chose de mauvais, mais est-ce qu'il a pensé à la cinquantaine d'équipes, à la cinquantaine de personnes qui fait partie de l'équipe d'installation donc de ces décorations, qui ont pensé, qui ont travaillé, qui ont peut-être fait des nuits blanches en train de circuler dans toute la ville sous le froid, en train de concevoir cette décoration, de trouver le thème de la décoration, de la mettre en place, de pouvoir comme ça. Donc c'est un travail qui a été fait et un travail qui n'est certainement pas nul. S'ils étaient dans une école d'art, on ne les aurait pas donné 0 sur 20 ou 0 sur 10, d'accord? Donc ça peut être tout, sauf nul. C'était certainement pas nul. Et malheureusement pour nous, on a grandi avec certaines personnes comme ça, que ce soit des professeurs ou que ce soit nos parents à la maison, qui ont adopté un style de langage qui souvent nous ont impacté et on s'est souvent dit que voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on parle, alors que souvent non. Alors, je tiens donc à dire que la communication est une compétence, on apprend à communiquer et c'est très important de pouvoir le comprendre, déjà de base. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la communication est une compétence? J'ai Papchao, j'ai Graciano, j'ai Yacine, j'ai tous les autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour ça? La communication, c'est une compétence, ça s'apprend. J'ai Papchao qui me dit oui. Et Graciano qui dit je confirme. Les autres, est-ce que vous êtes là? Ah oui, j'ai un pouce qui est en train de voler là de Yacine. Ok, super. Donc, je suis d'accord avec vous que la communication va être une compétence. Alors, l'idée ici de ce webinaire, c'est de pouvoir en fait vous faire entrer dans la dynamique de comment on communique avec une personne qui est en face de vous. Ça vous aidera non pas seulement à communiquer avec les gens en face de vous, mais aussi à pouvoir prendre la parole en public, puisque de toute évidence, la finalité, le bout du bout, c'est de pouvoir discuter avec plusieurs personnes euh, sur, euh, sur un bon temps, sur une bonne connexion, du début jusqu'à la fin. Alors, je tiens à dire hein, en passant, entre parenthèses, que nous allons faire environ 30 à 45 minutes de présentation. Je ne veux vraiment pas mettre du temps. Comme c'est un samedi soir, l'idée étant d'aller plutôt vite. Alors, donc, pour commencer, ce qu'il faut qu'on puisse comprendre, c'est que les gens sont conçus sur une personnalité qui a double facette. Vous-même, toi-même, tu es conçu sur une personnalité qui a double facette. Euh, Maintenant, avant qu'on puisse même voir ça, il faut comprendre que il y a des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont grandi avec des gens, des parents, des professeurs, et des aînés, qui ont un style de langage, un style communicant qui est assez néfaste, assez toxique. Et ils ont grandi avec, ils ont cru que c'est comme ça qu'on parle, et finalement se sont mis à parler comme ça toute leur vie. Et voilà, ils ont développé ces habitudes, parlent comme ça à leur enfant également parle comme ça à leur enfant, et ainsi de suite. Alors, vous avez déjà entendu certainement un ami, une amie, une collègue vous dire: ah, moi, c'est comme ça que je parle. Ah, moi, hein,
moi c'est comme ça que Dieu m'a fait, moi je parle comme ça, il n'y a rien à faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre un ami ou une amie dire comme, quelque chose comme ça? Ah, moi, c'est comme ça que je suis. Moi, c'est ma nature, c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je parle. Un peu comme si, il y a Mariam Diouf qui dit moi-même. Ah là là. Ok. L'idée, c'est vraiment de comprendre que euh, nous ici, on va voir vraiment qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal dans la communication. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle avoir un mindset fixe. Croire que l'on est bon ou on est mauvais en communication et que les autres ne changeraient jamais. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que je suis comme ça, point barre. Et ça, c'est ce qu'on appelle un mindset fixe. Il faut savoir qu'il y a une grande psychologue américaine qui a écrit un livre de, je pense, plus de 300 pages. Le livre s'appelle Mindset. Et ce livre fait la différence entre ce qu'on appelle un mindset fixe et un mindset de croissance. Le mindset fixe, c'est justement ce genre de personne qui te dira, oh, les choses sont comme ça. En fait, dans sa tête, les choses sont comme ça. Les choses sont écrites sur le marbre. Si quelqu'un est comme ça, il est comme ça. Si quelqu'un est bête, il est bête. Si quelqu'un est intelligent, il est intelligent. Si quelqu'un est il est court, il est court, il est lancé, il est lancé. En fait, c'est un mindset qui pour lui se dit les choses sont ainsi faites, point barre. Et ça va être comme ça aussi dans la communication. Ces gens-là, c'est des gens qui, même s'ils parlent mal, même s'ils disent quelque chose de déplacé, il va dire ah, moi je suis comme ça. Voilà, c'est tout. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle un mindset de croissance. Et ces gens-là, ça va être des gens qui vont croire que chaque interaction est une opportunité d'apprendre. Que une maladresse est une donnée qui peut être changée et pas un échec définitif. Pour la petite histoire, moi j'ai passé ma deuxième année de terminale parce que j'ai fait la terminale 2 fois, j'ai raté le bac la première fois. J'ai passé ma deuxième année de terminale en étant, on va dire, détesté par plus de la moitié de la classe. Tout simplement parce que je parlais mal. Alors là, je parlais très très mal. Franchement, même moi, je sais que je parlais mal. Je parlais tout le temps direct. J'étais toujours froid. Euh, Quand je discutais avec quelqu'un, je ne mâchais pas mes mots. S'il pue de la bouche, je lui disais, écoute, tu pues de la bouche. Mets 1 mètre de distance entre nous. Si il sentait mauvais, je lui disais, écoute, mec, tu sens mauvais. Mets 1 mètre de distance entre nous. C'est-à-dire que s'il cache, je lui disais la chose telle que ça venait dans mon esprit, sans porter de gants. Et souvent, j'exagérais. La personne est là en face de moi. Je vais aller beaucoup plus loin que ce que j'étais censé faire. Je reprimandais souvent mes amis devant tout le monde. Il a fait quelque chose, ça m'a pas plu. Bam, je le lâche ça déjà, là, sans attendre devant tout le monde, je lui dis. Et c'est seulement parce que j'étais comme ça que, et en plus pour moi, malheureusement ou heureusement, j'étais premier de la classe tout le temps et j'avais vraiment ce sentiment de supériorité, on va dire, envers les autres amis, surtout qu'en plus j'étais nommé chef de classe. Pour moi, c'était vraiment, les autres c'était des enfants, il fallait que je puisse les éduquer. Enfin, je parlais très mal, très mal. Alors là, j'étais vraiment à l'ouest. Et l'idée, c'était de comprendre déjà à l'époque que moi, j'étais dans un mindset où je savais que je parlais mal. Mais j'étais en train d'essayer de comprendre comment est-ce que je peux faire pour mieux parler, pour pouvoir mieux communiquer l'information que j'ai sans blesser l'autre, sans être froid, en essayant de l'apporter le plus de valeur possible. Et ça m'a amené à chercher et justement à pouvoir découvrir pas mal de choses qui en fait moi ce que je suis aujourd'hui. Alors, l'une des choses que vous allez apprendre et que vous allez comprendre durant toute votre vie, c'est que les gens, ils jouent tous des rôles. Alors, vous n'allez pas vous comporter de la même manière avec votre père que vous comportez avec votre ami, et vous n'allez pas vous comporter de la même manière que vous avec votre ami euh, que si vous étiez devant votre conjoint, c'est-à-dire votre partenaire amoureux ou ainsi de suite. Et l'idée, c'est de comprendre que, en fait, on est tous programmés à pouvoir jouer un rôle devant une personne donnée. Et donc, nous dépendons gravement, mais alors gravement, du contact à l'autre. Et nous jouons tous en fait des rôles. Au travail, on va être quelque chose. À l'école, on va être quelque chose. euh, à l'université, on va être autre chose. À la maison, on va être autre chose. Et ces rôles ne nous définissent absolument pas. Mais alors, pas du tout. C'est-à-dire que quand vous êtes en face de quelqu'un, dites-vous déjà que la personne est dans une sorte de rôle. C'est pas forcément malsain, mais la personne est dans une sorte de rôle qu'il est en train de reproduire pour pouvoir conserver l'image que vous avez de lui. D'accord? C'est pourquoi
en dehors de ces rôles, il faut aller beaucoup plus profondément dans les personnes pour pouvoir les sonder. C'est pourquoi, nous, ici ce soir, il faut absolument qu'on puisse essayer de comprendre qui qui est qui derrière le rôle qu'il est en train de me proposer. C'est-à-dire, quand je me tiens devant quelqu'un, il faut que je puisse essayer de comprendre, derrière le rôle qu'il est en train de me proposer, qui il est vraiment, avant que je puisse essayer de pouvoir communiquer avec lui. Pourquoi est-ce que je dois comprendre ça? Pour la simple et bonne raison que il y a des gens comme moi qui, foncièrement, à l'époque, hein, en 2018, où j'ai fait ma deuxième année de bac, je pouvais être froid avec quelqu'un et lui lâcher quelque chose qui lui fait mal, mais c'est pas pour autant que je suis quelqu'un de mauvais. C'est peut-être que je veux bien faire, je veux l'aider, mais je m'y prends de la mauvaise manière. Et c'est parce que je m'y prends de la mauvaise manière que la personne, finalement, au lieu que ça puisse être productif pour elle, ça sera contre-productif. Elle va me détester parce que je lui ai fait mal, et surtout, elle ne va pas recevoir ce que je l'apporte comme critique, comme valeur ajoutée, parce qu'elle ne perçoit plus ça comme une valeur ajoutée, elle perçoit ça comme une attaque. Donc, à partir de ce moment-là, je suis complètement contre-productif. Donc, l'idée, c'est de comprendre comment les gens ils sont conditionnés dans leur psychologie avant de pouvoir aller un peu plus loin. Alors, donc, pour ça, il faut comprendre que, comme je le disais tout à l'heure, la personnalité en soi, elle va être bâtie en deux facettes. D'accord? Une nature et un caractère. Alors, comment on le sait? On le sait grâce à de nombreuses études d'éminents scientifiques, de philosophes, de psychologues, qui finalement ont tellement cherché sur la psychologie humaine qu'ils ont défini que chaque individu avait une nature et un caractère. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une nature? Qu'est-ce que c'est qu'un caractère? La nature, ça va être le câblage d'origine, c'est-à-dire la personne a forcément une essence. Elle est née, d'accord, d'une certaine manière, avec une certaine physiologie, avec une certaine physionomie qui est propre à elle. Le caractère, ça va être tout ce que la personne a construit et a façonné par l'expérience durant toutes ces années. Là, j'aimerais m'arrêter et poser la question. Est-ce qu'on se comprend sur qu'est-ce que c'est qu'une nature et qu'est-ce que c'est qu'un caractère? Est-ce que là, jusqu'ici, ça va? Nature, caractère, est-ce qu'on s'est compris? Est-ce qu'on s'est compris et surtout, est-ce qu'on est d'accord? Hein, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Alors, j'ai Marem Diouf qui dit: je ne parle pas mal, mais je suis direct. D'accord. Ok. Alors, nature, caractère, est-ce qu'on se comprend? Oui. Les autres? Est-ce que vous êtes là? J'ai une question. Est-ce que je peux réexpliquer la nature? Ok. Euh, c'est quoi, ça va être quoi une nature? Une nature, c'est un enfant, il est né avec une certaine génétique. Cette génétique, elle est innée, il n'a pas choisi. C'est un peu le fameux complexe ou contexte de l'inné et de l'acquis. Il y a l'inné qui est né avec la personne par son caractère génétique, et il y a l'acquis qu'il a acquis en fait pendant toute sa période où il a grandi avec ses parents, avec ses amis, et ainsi de suite. Alors l'inné ne va pas être choisi par la personne. C'est-à-dire que si votre père est colérique et que vous êtes né colérique, ou si votre mère est impulsive et que vous êtes né impulsif, bah, vous n'avez pas choisi. Ça va être votre nature. Vous ne l'avez absolument pas choisi. Et c'est la génétique qui parle. C'est-à-dire que vous avez beau travailler sur ça pendant 1000 ans, au final, la génétique, vous n'allez pas la changer. Vous allez rester exactement pareil. Alors que l'acquis, le caractère, lui, il se change. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Est-ce que le caractère peut changer l'inné? Non. Alors, je ne sais pas si on se comprend. L'inné, c'est-à-dire que ce qui naît avec moi, c'est une sorte de génétique. C'est physiologique. Je, je, je connais des gens qui sont nés très intelligents. C'est-à-dire que dans leur famille, les gens sont comme ça, ils ont un quotient intellectuel très élevé. Tout comme je connais des gens qui sont nés avec une hypersensibilité marquée depuis la naissance. C'est-à-dire que eux,
leur mère était comme ça, ou alors leur père était comme ça, ils sont nés comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont presque un don pour pouvoir connecter avec les émotions de l'autre. C'est inné, c'est comme ça. C'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est sa nature, il est comme ça. Il est inné, voilà. Mais par contre, le caractère, c'est l'acquis, c'est ce qu'il a développé comme caractère, comme habitude, pendant toute son enfance, et a fait de lui donc quelqu'un, la chose qu'il est. Donc ce qu'il est un mélange de nature et de caractère. Jusqu'ici, ça va? Ok, on est bon. Alors, pourquoi est-ce que je le dis? Parce qu'il y a une véritable différence, comme je le disais tout à l'heure, entre l'inné et l'acquis, naturellement. L'inné, c'est présent dès la naissance. C'est la base génétique ou biologique de la personne. La nature, elle est stable, d'accord? Si je suis quelqu'un de nature colérique, croyez-moi, 2 secondes avant ma mort, je serai toujours quelqu'un de nature colérique, même si j'ai travaillé sur ça pendant des années. Après, c'est vrai qu'il y a des études qui ont montré qu'à force de travailler sur un certain trait de sa nature, on finit par modifier le gène même de cette, de gène même qui code en fait pour cette nature. C'est possible. Mais ça reste vraiment des études mitigées qui vraiment, c'est pas évident. La nature, elle est aussi souvent inconsciente, d'accord? Elle dicte les réflexes inconscients de la personne, les élans spontanés de la personne. C'est-à-dire que c'est vraiment des traits familiales, souvent qu'on a. Et la nature est aussi souvent celle qui dicte les besoins fondamentaux. Donc, la nature, ça va être un peu ton réglage par défaut. C'est comme ça que tu es, de base. Alors que de l'autre côté, le caractère, ça va être l'acquis. Il va être le logiciel qu'on installe. Il va être l'arbre qui pousse, comme un peu l'image qu'on a ici, sur, l'image qui est projetée ici. Ça va être un peu l'arbre qui pousse dans ta tête. C'est-à-dire que c'est comme ça que tu t'es formé pour pouvoir devenir qui tu es. C'est-à-dire que tu as construit, d'accord, ce caractère par l'éducation, par la culture, par les expériences, les joies, les traumatismes, les peines, et ainsi de suite. D'accord? Et le caractère, il est adaptatif. Il se modèle pour pouvoir répondre aux exigences de ton environnement. Et le caractère, souvent aussi, est conscient parce que ce sont des habitudes, ce sont des valeurs que tu as apprises. C'est une stratégie de défense, entre guillemets. Et ça, combien ça vaut? Ce que j'ai envie de vous dire tout de suite, c'est que vous remarquerez souvent que les personnes ont souvent, mais alors souvent, je dis 90% des cas, un caractère qui est complètement contraire à leur nature. Oui. C'est qu'en fait, le caractère est souvent une stratégie pour pouvoir s'adapter ou se protéger. Il peut parfois entrer en conflit, alors total conflit, avec la nature profonde que vous avez. Je connais des gens qui, par exemple, sont de nature très hypersensibles, d'accord? Ils vont grandir dans un environnement où être hypersensible est perçu comme une faiblesse. Donc, ces genres de personnes vont développer un caractère de telle sorte à pouvoir devenir l'antipode opposé. Je ne sais pas si ça se dit, je pense que c'est une redondance. En tout cas, l'antipode de leur nature. Donc, ça va être des gens qui vont développer un caractère froid, qui vont être vraiment, voilà, ce que tu dis, ça m'intéresse pas, je reste dans mon coin, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors que quand vous apprenez à connaître la personne, vous vous rendez compte qu'en fait, la personne, elle est plus qu'hypersensible. Vous voyez que là, par exemple, dans ce genre de cas, premièrement, la nature, le caractère qu'il a développé est à l'antipode de sa vraie nature. Et deuxièmement, ce n'est pas pour autant qu'il a développé ce caractère que sa nature a changé. Non, sa nature ne change pas. Il ressent toujours les choses de la même manière. C'est juste que maintenant, il a adopté un autre moyen pour pouvoir gérer ça. Et ce qu'il vous montre et ce qu'il ressent est complètement différent. Et c'est parce que il est dans un contexte où il veut se protéger qu'il est comme ça. Il y a des filles qui vont vous dire ah moi j'ai tellement vécu de déceptions amoureuses dans ma vie que désormais les hommes c'est pas trop ça. Et donc voilà, elle va se détacher, c'est vraiment, c'est comme ça qu'elle va s'y prendre pour pouvoir gérer ça. Mais derrière, ça ne veut pas pour autant dire elle n'est plus hypersensible, elle est toujours pareille, elle est toujours pareille. C'est juste que maintenant, elle a développé voilà, ce mécanisme-là de rejeter les hommes parce que pour elle, c'est potentiellement source de souffrance.
la nature est souvent, le caractère, j'ai envie de dire, est souvent vraiment de manière générique. Hein. C'est pas toujours comme ça. Il y a des gens qui ont un caractère vraiment qui va avec leur nature, mais de manière générique, le caractère est souvent à l'antipode de ce qu'est une nature. Ok. J'ai une question dans la barre de discussion. J'ai Graciano qui me dit: je pense qu'on peut travailler sur l'expression de sa nature grâce à l'expérience, au vécu, etc. pour répondre à la question de Gaston. Ok. Alors oui, c'est vrai, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ce n'est pas pour autant que votre nature changera, en tout cas si c'est vraiment votre nature. Croyez-moi. Mais c'est-à-dire que il il y a des études que moi j'ai vues qui ont montré que vraiment c'est à force de travailler, en tout des années d'expérience, plus de 50 ans d'expérience, on finit par modifier euh, le, le, la génétique même qu'on a et même transmettre une nouvelle génétique à ses descendants par la loi de l'épigénétique. On a des, c'est d'ailleurs comme ça hein, qu'on est devenus les êtres humains que nous sommes. Euh, c'est que en fait nos parents et nos aïeux ont beaucoup travaillé, ils ont eu à avoir des développements cognitifs très poussés et c'est sans ces développements cognitifs là qu'ils nous ont transmis par la loi de l'épigénétique. Donc le quotient intellectuel dans une famille peut être de 130 et voilà, on peut tomber sur un monsieur qui va avoir un travail intellectuel toute sa vie tellement poussé que la génétique même va s'adapter à ça. Et donc, du coup, ça va aller dans les 140, 150 et il va transmettre cette génétique donc à ses enfants. Donc, c'est des lois d'épigénétique qui existent, mais après, il y a beaucoup de postulats là-dedans. Sinon, de base, en psychologie, ce qu'on accepte, c'est qu'une nature reste une nature. N'hésitez pas à poser des questions, ça fait plaisir, comme ça, à mettre aussi des objections hein, si vous n'êtes pas d'accord. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse échanger et qu'on puisse apprendre de manière constructive. Alors, j'ai tout de suite envie d'aller vous dire que je vous ai dit que les personnes étaient donc constituées d'une certaine nature, d'un certain caractère, et que suite à ça, ils ne sont pas forcément les personnes que vous croyez qu'ils sont, parce que si vous discutez avec lui, il peut paraître méchant, alors qu'il est foncièrement quelqu'un de très gentil, tout comme en discutant avec la personne, il peut paraître gentil, tout comme foncièrement, ça peut être quelqu'un qui a des mauvaises intentions, d'accord? Et ces natures-là, il y a un outil qui, qui est un système hein, ancien pour pouvoir définir 9 motivations profondes qui jonchent donc ces natures-là. Et c'est un outil qui est très utilisé aujourd'hui en psychologie. Ça s'appelle l'énéagramme. L'énéagramme est censé définir en fait quelques motivations profondes de ces natures-là qui fait en sorte que les gens puissent se comporter d'une manière ou d'une autre. C'est très important qu'on puisse le comprendre avant qu'on puisse entrer dans dans la phase interaction où on va vraiment discuter avec la personne, où on va vraiment rentrer dans la psychologie de la personne pour comprendre comment elle raisonne, comment elle comprend les choses, quel est son prisme de la réalité, comment est-ce qu'elle, elle perçoit ce que la situation dont on est en train de parler pour pouvoir l'emmener soit dans notre sens ou alors soit dans un sens où on trouvera un terrain d'entente. Donc, donc pour l'énéagramme, je l'ai dit, hein, ça va être une structure qui va vous permettre de pouvoir identifier à la fois votre type de personnalité, hein, on va dire une type de nature profonde, de motivation profonde, c'est comme ça que les psychologues l'appellent, et aussi pouvoir comprendre celui qui est en face de moi, potentiellement, quel est son type de motivation profonde dans l'énéagramme, qui est un outil. Hein. Ici, l'idée, c'est pas vraiment qu'on puisse entrer vraiment en profondeur, mais qu'on puisse vraiment faire un tour rapide, et puis voilà. L'idée, c'est que je ne puisse pas m'éterniser dessus. Donc, l'énéagramme a 9 types de personnalités. Je vous invite vraiment à faire en sorte qu'il y ait des questions pendant que je parle, parce que vraiment, je ne veux pas qu'on ait une phase de questions-réponses, je veux vraiment que ça puisse être interactif. Donc, laissez-moi des questions dans la barre de discussion si vous en avez. Alors, l'énéagramme, ça va être donc comme ça un outil d'analyse de personnalité, comme je l'ai dit, et il est basé sur 9 motivations profondes, 9 types de personnalités profondes. Alors, première chose que j'ai envie de dire, c'est que nous avons tous les 9 types de l'énéagramme. Oui, nous sommes tous un peu... voilà, nous sommes en fait une mosaïque de personnalités, mais pas au même degré. Alors, il y a des gens donc, chez qui, par exemple, euh, le 1 donc, de l'énéagramme ici, pour ceux qui voient mon écran ici, le perfectionniste, hein, ça va être celui qui... ça va être vraiment la personne, l'ami
qui est toujours dans les règles, il va toujours avoir envie que tout puisse être bien, tout puisse être bien fait. C'est le genre d'ami quand vous êtes assis avec lui et qu'il y a une chaise qui est loin, j'ai toujours pris cet exemple, qui est un peu penchée, il va se lever pour aller ranger la chaise et puis venir s'asseoir. Il va te dire oui, ça me dérangeait. C'est le genre d'ami, quand vous êtes assis à un placard qui est un peu dévié, il va aller pour arranger. Non, non, ça me dérangeait. Son cahier est toujours soigné, ses trucs sont toujours soignés, il est toujours soigné. Voilà, c'est-à-dire que lui, c'est comme ça qu'il vibre. C'est naturel chez lui, d'accord? C'est instinctif chez lui. Il ne fait pas semblant et c'est vraiment comme ça qu'il vit, qu'il perçoit le monde. C'est-à-dire que sa motivation profonde, ça va être de pouvoir être bien perçu, d'accord, aux yeux des autres, et de pouvoir livrer donc quelque chose de, on va dire, parfait. Parfait, ça va être aussi, ça va avec des avantages et ça va avec, bien sûr, des défauts. Les avantages qui vont aller avec, par exemple, je ne vais pas faire avantages et défauts pour chaque type, parce qu'il y en a 9, l'idée c'est que je puisse courir. Mais par exemple, avec le perfectionniste, l'avantage, ça sera que ça va être quelqu'un qui va bien faire les choses. C'est-à-dire que quand vous lui donnez quelque chose à faire, ça va être toujours parfait, toujours carré, toujours. Ça va être vraiment des excellents contrôleurs de gestion, des excellents financiers, et ainsi de suite. Mais l'inconvénient, ça va être que, par exemple, pour se lancer pour un projet entrepreneurial ou un autre type de projet, ça va être vraiment, ils vont attendre qu'ils puissent avoir tout pour pouvoir se lancer. Parfois, ils vont procrastiner, oui, mais j'ai pas tout, il me manque ceci, il me manque cela, et souvent finir par ne jamais le faire. Donc, pour aller un peu vite, j'ai déjà plusieurs fois présenté sur l'énéagramme. Après, vous pouvez aller checker. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse donner un truc rapide. Donc, le deuxième type de l'énéagramme, ça va être l'altruiste. On appelle aussi l'aidant. C'est vraiment quelqu'un qui se définit au travers de l'aide qu'il apporte aux autres. C'est le genre de personne qui n'arrive pas à voir l'autre souffrir. Il va être vraiment toujours au petit soin avec les autres. Il veut toujours aider les autres. Et l'inconvénient, c'est qu'il arrive parfois qu'il puisse s'oublier. Il donne tellement qu'il finit par s'oublier lui-même. Après, si vous avez des questions, vous pouvez toujours poser, ça sera un plaisir de pouvoir répondre à ça. Donc le 3, ça va être le battant ou on dit encore le challenger. L'idée, c'est que lui, il vit vraiment dans une inspiration profonde interne de pouvoir se challenger, de pouvoir être le meilleur dans tout ce qu'il fait. Il est obsédé par l'envie de réussir, l'envie de performer. Vraiment, c'est quand on lui donne quelque chose, pour lui, il veut que ça puisse être vraiment bien pour lui. Il faut tout donner pour pouvoir soit épater la galerie, ou alors s'épater lui-même. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui va aller chercher à ce que tout puisse être bien fait. Le genre de personne également très, très impulsif. On y reviendra si vous avez des questions. Le 4, ça va être donc, on l'appelle souvent l'artiste, ou alors ici c'est écrit le romantique, ici. Le romantique, ça va être vraiment le type le plus sensible de l'énéagramme, une sensibilité vraiment, comme on dit, à fleur de peau. Pour lui, quand tout va bien, tout va très bien. Quand tout va mal, quand quelque chose va mal, tout va très 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 mal. C'est le genre qui va switcher du rire aux larmes en l'espace de quelques secondes. C'est cet ami vraiment qui est vraiment à fleur de peau. Il est du genre à admirer le coucher du soleil, la peinture. Ça veut dire que on admire tout ça, mais pour lui, ça va être une dimension vraiment. Voilà, on a du mal à le suivre. Le 5, ça va être donc l'observateur, ça va être la personne qui est toujours froide dans ses analyses, va chercher la logique dans tout ce qu'il fait. C'est le genre d'ami, tu lui dis quelque chose, il va chercher la logique dans ce que tu dis, il va essayer de comprendre, essayer d'analyser, et ainsi de suite. Donc, ça va être, sa passion, ça va être d'analyser et de comprendre le monde qui l'entoure. Quand il ne comprend pas le monde qui l'entoure, il est mal à l'aise, même dans les cours qu'il lit, il y a le 5 et il y a le 1, avec des gens qui vont vraiment aller au fond des choses. Il y a un concept qu'il ne comprend pas, il va aller creuser, creuser, creuser jusqu'à ce qu'il puisse tout comprendre et ainsi de suite. Donc, on a le 6 qui est le loyaliste. Lui, l'idée, c'est qu'il se définit au travers des autres. C'est-à-dire que il ne peut pas vivre une vie où il n'y a pas les autres, tout simplement. Et puis, il y a l'épicurien qui saute un peu sur les flaques d'eau en laissant couler derrière lui. Ça va être le genre de personne hyper stimulée qui change. C'est-à-dire qu'il va être dans une recherche perpétuelle de stimulation. L'épicurien qui va être tout le temps optimiste, tout le temps joyeux, tout le temps à la recherche de nouvelles expériences. Il vit vraiment l'instant présent. Ça va être l'ami qui est vraiment qui déborde d'énergie, toujours à tester des trucs et ainsi de suite. Donc ensuite on a le 8 qui est le chef. Ça va être l'ami quand il te parle, tu as l'impression qu'il te donne un ordre. Bon, il a un fort tempérament, c'est un leader né, c'est comme ça, il fait vraiment pas semblant, c'est comme ça qu'il est. Et ensuite on a le 9 qui est le médiateur, c'est le genre d'ami quand vous chamaillez, il va vous dire non, arrêtez de vous chamailler s'il vous plaît, et quand vous continuez, il se retire parce qu'il
il n'arrive pas, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas de vous voir vous chamailler. Donc c'est vraiment ça, ça lui prend vraiment par les tripes, il ne supporte vraiment pas de voir. Donc lui, il est vraiment dans le calme, dans le vivre ensemble et ainsi de suite. Donc voilà un peu la présentation de l'énéagramme tel qu'il est. Ok. Est-ce que dans la présentation de l'ensemble de l'énéagramme, on est bon? Ou quelqu'un a une question? Oui, pourquoi les flèches? Alors les flèches sont on les appelle le voie d'intégration et de désintégration. Pour ça, ça va être vraiment, il faut aller pousser un peu sur l'énéagramme. Ici, l'idée, c'est juste de vous présenter comment est-ce qu'on appelle ça, l'écosystème de l'énéagramme. Mais en gros, si je peux prendre un exemple, je vais prendre quoi comme exemple? Je vais prendre le 1 par exemple et le 7. On voit qu'il y a une flèche rouge qui tend vers le 1. Donc le 7 en fait c'est l'épicurien, celui qui saute un peu voilà, sur tout ce qui bouge, il est vraiment à la recherche de plaisir et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors quand il s'intègre, on dit quand il s'intègre, donc intègre ça veut dire qu'il vit bien son type de nature, donc d'épicurien. Il va être donc, ça va être quelqu'un qui va être donc, qui va tendre vers le 1. Donc il va chercher à être quelqu'un de perfectionniste. Donc au-delà de profiter du moment présent, il va faire en sorte que les choses puissent être bien faites. D'accord? Quand il se désintègre, ça va être quelqu'un qui vraiment va être comme j'ai dit tout à l'heure, en train de sauter, 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 sauter sur des flaques d'eau en laissant couler derrière lui. Il va être avide de stimulation sans vraiment trouver quelque chose qui le stimule au fond. Donc ça, on appelle ça les voies d'intégration et de désintégration. Peut-être qu'une fois, il serait intéressant qu'on puisse faire un webinaire exclusif sur l'énéagramme. Mais ici, l'idée, c'est vraiment de vous donner, comme je l'ai dit, une présentation mosaïque de ce qui est l'énéagramme. Alors, j'ai présenté donc les types. Ici, on revient un peu sur les types de diagrammes. Je les ai déjà présentés. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, les gens sont des mosaïques. Et là, on va rentrer dans la communication en tant que telle pour comprendre en fait comment est-ce qu'on peut faire pour mieux communiquer et pour pouvoir discuter. Donc, le paradoxe de la conversation, c'est que pour pouvoir être intéressant, il faut être intéressé. C'est très important de pouvoir le comprendre. Ici, ce que j'ai, l'image que vous avez ici de projeter, ce sont les conversations classiques qui finalement donnent un cercle vicieux. Qu'est-ce que ça donne comme cercle? Ça donne comme cercle, je pense à ce que je vais dire pendant que la personne parle. Donc là, je suis en face d'une personne. La personne, elle est en train de parler. Et moi, pendant que cette personne parle, soit parce que je suis agacé par ce que la personne dit, soit parce que je ne veux pas discuter avec la personne, ou soit parce que voilà, j'ai développé cette habitude tout simplement. Je vais être en train de penser à ce que je vais dire, comment la personne va finir. Je vais être dans une analyse logique de ce que la personne dit pour pouvoir lui apporter soit une solution, soit. Et donc du coup, c'est difficile de pouvoir penser comme ça et puis écouter en même temps. Donc ce qui fait que j'écoute à moitié ce que la personne dit. Et donc ma réponse sera déconnectée de ce qu'elle dit. Et donc la connexion se brise entre nous. Ça va être le cercle vicieux. Ici, de l'autre côté, on va avoir comme ça, on va dire le cercle vertueux, qui est, je me concentre sur l'autre, j'écoute pleinement ce qu'il dit, et ma réponse donc va être adaptée à ce qu'il dit, et donc la connexion se renforce. Et le dire déjà comme ça, c'est déjà quelque chose qui change la donne. À chaque fois que je discute avec quelqu'un, l'idée, ça va être vraiment de rentrer en phase avec la personne qui est en face de moi. Et c'est très important de pouvoir le comprendre. Alors, il y a 3 niveaux d'écoute qu'il faut qu'on puisse dire tout de suite. Le premier niveau, c'est l'écoute interne. Vous discutez avec quelqu'un, mais c'est-à-dire que vous écoutez, comme je l'ai dit, pour pouvoir répondre. C'est-à-dire que la personne est là, il parle, et moi, je me dis, qu'est-ce que je vais dire après pendant qu'il va finir de parler? On est dans une conversation qui est déjà de base stressante. Le niveau 2, c'est l'écoute focalisée. J'écoute pour comprendre ce que la personne dit. C'est-à-dire que je vois la personne, j'essaie de comprendre logiquement, intellectuellement, ce que la personne est en train de me dire. Et le niveau 3 de l'écoute, c'est ça qu'on appelle l'écoute globale. Ça va être l'écoute pour ressentir. C'est-à-dire que j'entends les mots de la personne, mais je ne m'arrête pas là. Je regarde le langage corporel de la personne, je regarde son expression faciale, j'écoute le temps de sa voix, d'accord? Et j'ai un ressenti global sur ce que la personne est en train de me dire. C'est-à-dire que la personne a beau me dire qu'elle est fâchée contre un tel parce qu'un tel l'a insulté, mais en regardant la personne,
j'arrive à percevoir qu'en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, il est ailleurs. Et ça, pour pouvoir le faire, il faut vraiment qu'on puisse être dans une écoute globale de la personne. C'est-à-dire que, au-delà de ce que la personne dit, il faut qu'on comprenne ce que la personne ressente. Il faut qu'on puisse voir la personne du tout autour pour pouvoir comprendre. Et ça, c'est le niveau 3 d'écoute. Est-ce que jusqu'ici, on est bon? Ok. Alors, continuons donc dans cette lancée. Euh, Pour pouvoir arriver à comprendre ce que la personne en face de moi ressent, comme je l'ai dit, il faut qu'on puisse être dans une bonne gestion d'intelligence émotionnelle. Et c'est là que l'intelligence émotionnelle entre en jeu. Balayons un peu, on va dire, brossons un peu l'intelligence émotionnelle, entre guillemets, avant de pouvoir continuer. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? Ça va être la capacité de pouvoir comprendre, maîtriser ses propres émotions et celles des autres. D'accord? Pouvoir composer avec celles des autres. Ça va être le socle vraiment de l'empathie. Et l'idée, c'est de comprendre que l'intelligence émotionnelle, elle est très importante. La maîtrise de l'intelligence émotionnelle est très importante. Ça vous permet de pouvoir déjà mieux vous comprendre, ça vous permet de pouvoir anticiper des situations, pouvoir comprendre les besoins de d'autres, ça vous permet de pouvoir comprendre une situation donnée au travail ou dans un milieu étudiantien, peu importe. Ça vous permet de pouvoir résoudre un problème, ça vous permet de pouvoir comprendre l'autre, de pouvoir mieux exprimer par les mots ce que vous êtes en train de vouloir dire à l'autre. Donc, juste pour balayer un peu ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, il existe 5 émotions de base qui sont affichées à l'écran. Il y a la joie, la surprise, la tristesse, la peur, le dégoût et la colère. Chaque émotion a une compréhension, une gestion qui va avec. D'accord? Un jour, peut-être qu'on fera un webinaire dessus, où on pourra creuser pour savoir en fait chaque émotion, comment est-ce qu'il se présente. Mais ici, je pense qu'avant la fin de la présentation, il y a déjà une bonne suite de, de, de logique qui est donnée. Alors, ici, maintenant, voyons ensemble. Jusqu'ici, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'il n'y a pas des questions avant qu'on puisse rentrer dans vraiment la sphère de communication? C'est bon? Ok. Rentrons ensemble maintenant dans trois types de sphères. Quand vous communiquez donc avec les gens, j'ai fait en sorte de pouvoir systématiser. Il y a trois types de sphères qui reviennent souvent. La sphère sociale, la sphère professionnelle et la sphère rose, comme je l'appelle, la sphère amoureuse. Commençons donc avec la sphère sociale. Voilà cinq erreurs qui sont souvent commises dans des discussions avec les autres, en tout cas dans la sphère sociale, qui potentiellement nuisent considérablement aux relations humaines. L'erreur numéro 1, ça va être l'écoute réactive au lieu de pratiquer l'écoute active. Donc, ça va être écouter pour répondre, alors qu'on devrait écouter pour pouvoir ressentir ce que la personne en face de nous est en train de ressentir. Alors, donc, il y a pas mal de gens, il y a pas mal d'amis, tu discutes avec lui, il est dans une sorte de contre-attaque. C'est-à-dire que lui, à chaque fois qu'il répond, c'est comme s'il est en train de vouloir chercher, je ne sais pas, un perpétuel débat avec toi. Donc, ce genre de personnes, l'idée, c'est de pouvoir leur faire comprendre que la première chose, quand je me tiens en face de quelqu'un, c'est déjà de pouvoir comprendre la personne, de comprendre qu'il y a une différence entre sa nature et son caractère, de comprendre qu'il est une mosaïque, qu'il n'est pas si simple, pas si euh, euh, il n'est pas si analysable facilement que ça, donc il faut que je puisse être concentré, il faut que je puisse être sur lui, que je puisse ressentir ce qu'il essaie de me dire avant de pouvoir le répondre. Et donc, la pire des choses qu'on puisse faire, c'est d'écouter pour rétorquer ensuite. La deuxième erreur, ça va être le détournement conversationnel. Ça va être vraiment ce qu'on appelle entre guillemets du narcissisme conversationnel. Ça va être de ramener systématiquement la conversation à soi. C'est-à-dire que la personne vient, ah moi l'autre jour j'ai eu ceci, j'ai eu ceci, j'ai eu ceci, et toi, tout ce que tu trouves à dire de cette situation, c'est oui, tu sais, moi aussi l'autre jour. Après, une fois, ça peut passer. Après, elle va te dire oui, mais tu sais, ça m'a vraiment fait mal. Et, oui, mais tu sais, moi aussi. En fait, l'idée, c'est que il ne faut pas, mais absolument pas, quand une personne vient se confier à nous, toujours tout ramener à nous. Ça s'appelle du narcissisme conversationnel et ça n'aide personne. Donc, les échanges ne sont pas une compétition d'anecdotes, comme on dit. L'idée, c'est pas que tu puisses raconter ta vie jusqu'à la fin. L'idée, c'est que tu puisses comprendre ce que la personne est en train d'essayer de te dire
comprendre ce qu'elle ressent en essayant de te dire et l'accompagner donc dans cette émotion qu'elle est en train de vivre. La conversation n'est pas une bataille. Ce n'est pas une bataille, un débat pour un temps de parole, mais c'est un échange d'énergie. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. La troisième erreur, souvent dans la sphère sociale, ça va être l'invalidation émotionnelle. La personne a subi un traumatisme, elle a subi quelque chose qui l'a marqué, elle vous fait confiance, elle vous a appelé, elle vous raconte son problème, et tout ce que vous trouvez, elle dit, ah mais toi tu exagères, mais arrête de pleurer, toi aussi, c'est rien ça. Ah, c'est pas grave, toi aussi, c'est toujours comme ça avec toi. L'idée, c'est qu'en disant ça à la personne, vous êtes en train de déconstruire complètement l'émotion que la personne a. C'est-à-dire que vous êtes en train de l'invalider, entre guillemets. Et ça, c'est un problème, mes amis. L'autre finit par se sentir incompris et il va s'isoler. Il va se dire que c'est lui le problème. Alors, c'est pas lui le problème, c'est toi qui communiques mal. Et tu communiques même très mal. Parce que tu viens d'invalider une émotion et les émotions, une émotion n'a pas vocation à être comprise. Elle a vocation à être ressentie et accompagnée. Point barre. Et la quatrième erreur qui va être aussi une erreur très destructive, c'est le mais qui revient à répétition. On appelle ça le mais destructeur, comme je l'ai écrit ici. Je suis d'accord avec toi, mais oui, oui, ce que tu dis, mais oui, mais. En fait, l'idée, c'est quand tu discutes avec ce genre de personne, c'est à chaque mais, il annule tout ce qu'il a dit avant. Il crée la méfiance et finalement, en fait, ce qu'il dit n'est plus très pertinent. Parce que bon, il y a trop de mais. Tu as l'impression que quand tu discutes avec lui, tu es dans un débat et donc finalement, tu te rétractes et tu n'arrives pas. Et c'est difficile de pouvoir faire entendre ce genre de personne raison. Tu la portes un reproche, tu lui dis que voilà, il y a ça, 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 que j'ai pas aimé. Oui, mais, en fait, le jour, oui, En fait, il est toujours dans une logique, il y a un mais dans tout ce qu'il dit. Et ce n'est absolument pas une bonne chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, surtout en termes d'émotions, il ne faut pas faire en sorte que les émotions deviennent logiques. Les émotions n'ont pas caractère à être logiques. Ils ont caractère à être biologiques et elles demandent à être reconnues, pas à être corrigées. Absolument pas du tout. L'autre chose que j'ai envie tout de suite de dire, c'est l'écoute passive lors des discussions interpersonnelles, en tout cas dans la sphère sociale. Ça va être des gens qui, tu lui parles, il est là en face de toi, mais il n'est pas là. Il est sur son téléphone, il a le regard vide, ou alors voilà, il est en train de regarder ailleurs, et puis il dit non, vas-y, parle, je t'écoute, je t'écoute. En fait, le message que tu envoies à l'autre en faisant ça, c'est ce que tu dis, c'est pas important pour moi. Et donc voilà, je continue. J'attends que tu finisses de parler parce que tu m'agaces. Et ça, c'est vraiment la chose, mes amis, à ne surtout pas faire dans les discussions interpersonnelles. Ne jamais le faire. Quand une personne vous parle, regardez la personne dans les yeux. Soyez là, en fait. Discutez avec la personne. Ressentez ce que la personne ressent. Même si ce n'est que pour 2 minutes. Mais si pendant que la personne... imaginez-vous être en train de parler à une personne et il est sur son téléphone. Oui, 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 c'est ça, oui. En fait, ça se sent qu'il ne t'écoute pas. Et ça, c'est quelque chose qui laisse un arrière-goût très, très, très désagréable. Très, très, très désagréable. Ok. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça avant qu'on puisse passer à la sphère professionnelle et ensuite à la sphère amoureuse avant de finir? Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ça? Il y a plusieurs tics comme ça qui après viennent avec les conversations dans la sphère sociale, mais bon, on n'a forcément pas le temps de tout voir. Je pense qu'il y en a qui naturellement regardent difficilement leur interlocuteur. Oui, le fameux regard fuyant. Je suis devant quelqu'un, mais je ne regarde pas. Ça, je pense que c'est le regard. J'en ai parlé longuement je me rappelle d'une séance où je parlais sur le regard en art oratoire. J'en ai parlé assez longuement. Le regard, je pense qu'en Afrique, c'est déjà un problème culturel et deuxièmement, c'est un problème de manque de confiance en soi. Vous savez, sous d'autres cieux, c'est pas un problème. Vous allez discuter avec un Américain, il vous regarde du début jusqu'à la fin. Il vous regarde bien même dans les yeux. Ce n'est absolument pas un signe de manque de respect, ce n'est absolument pas un signe, je ne sais pas, qu'il est hautain ou non, non, non. Il vous regarde tout simplement parce qu'il estime que vous regardez pendant qu'il parle, c'est vous montrer du respect.
Et dans les sphères professionnelles, regarder quelqu'un, c'est très important parce que ça, si vous ne regardez pas votre boss pendant que vous parlez, vous avez l'impression que il va avoir l'impression que voilà, vous ne le respectez pas. Donc, regarder, c'est vraiment c'est quelque chose. Il faut regarder les gens. Il faut les regarder. Et si, je le dis comme ça, mais si vous avez un problème à pouvoir regarder quelqu'un, ça trahit soit que dans votre éducation, on vous a appris intrinsèquement que regarder quelqu'un peut être perçu comme un signe de manque de respect, ce qui est complètement faux. Maintenant, il en va de même aussi que naturellement on a des religions, des croyances et des cultures qui parfois peuvent diverger en termes de croyances. Donc si pour vous, euh, regarder quelqu'un, ça reste quand même quelque chose de, de négatif, bah, je vous invite à continuer comme ça, mais croyez-moi, ça va beaucoup vous nuire dans les relations interpersonnelles et surtout dans les sphères professionnelles. Beaucoup. Il faut vous entraîner et vous débloquez vraiment ça dans le cerveau qu'il faut regarder les gens. Ça vous grandit. Croyez-moi, ça vous grandit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-on dire que ces personnes ne sont pas attentives? Comme je l'ai dit, hein, il se peut que la personne peut. Vous pouvez être en train de discuter avec une personne et puis il ne vous regarde pas, mais il est très attentif à ce que vous dites. Peut-être que pour lui, il pense que vous regardez, ça sera perçu comme un manque de respect. Et deux, peut-être parce que cette personne a une mémoire auditive. Il y en a, hein, ça existe. Il y a des gens qui ont une mémoire auditive et qui se sentent plus à l'aise à tendre l'oreille à ce que la personne dit. C'est-à-dire que ça va être une personne qui va littéralement regarder de côté et va vous tendre l'oreille et va écouter ce que vous êtes en train de dire. Ça, oui, ça c'est compréhensible. Mais si vous parlez, vous êtes en train de parler, c'est vous qui êtes dans un processus actif de parole, c'est vous qui parlez, vous ne regardez pas la personne avec qui vous parlez, il y a un problème. Et puis, je ne dis pas qu'il faut regarder la personne sur toute la durée de votre prise de parole, mais je dis qu'il faut regarder la personne, au moins de temps en temps. C'est-à-dire que, ok, je peux être en train de parler dans mon processus de réflexion, je peux regarder vers le haut, je peux regarder à côté, hein, je peux être en train de réfléchir, donc je peux regarder vers le haut, ça arrive, mais je serai en train de regarder, quoi, peut-être deux quarts du temps de ma parole. Et c'est seulement un quart que je peux peut-être dévier le regard parce que je suis dans un processus de réflexion. Est-ce que vous comprenez? Et si j'écoute, ok, je peux peut-être. Moi, j'ai une mémoire auditive, il m'arrive plusieurs fois, quand la personne est en face de moi, je penche ma tête de côté et je lui tends l'oreille. Parce que de base, j'ai une mémoire auditive, donc je perçois plus ce qu'il me dit quand je tends l'oreille, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Donc oui, ça peut arriver, mais regarder une personne, ça vous grandit, ça c'est ce qui est sûr. Tous les protocoles de développement personnel, peu importe où vous êtes, vous dira de regarder les gens. Regardez-les. Regardez-les parce que ça vous donne du charisme. Regardez-les parce que c'est respectueux. Regardez-les parce que voilà, ça vous connecte. Comment faire pour regarder la personne dans les yeux quand on est gêné à chaque fois? Alors, comme je l'ai toujours dit, hein, ici, pour pouvoir résoudre le problème, il faut déjà comprendre pourquoi est-ce que vous êtes gêné, en fait. Peut-être que vous êtes gêné parce que vous vous dites que cette personne en face de vous est beaucoup plus supérieure à vous dans la sphère sociale, financièrement, ou a plus de valeur que vous. Peut-être que vous manquez de confiance en vous. Peut-être que parce que c'est culturel et que vous dites que vous regardez la personne, c'est lui manquer de respect. En fait, il faut comprendre la psychologie interne dans votre cerveau qui vous fait être gêné devant la personne que vous êtes en train de regarder. Comprenez déjà qu'est-ce qui vous bloque et ensuite vous trouverez la solution pour pouvoir gérer ça. Ou alors maintenant, si vous trouvez que voilà, voilà, vous n'arrivez toujours pas, malgré, la solution standard, ça sera de regarder soit le front de la personne ou de regarder le milieu de ses yeux. Mais ayez le regard posé sur son visage. C'est non négociable. C'est très important. Salut, on peut écouter la personne et manipuler son téléphone rien que pour ne pas avoir des maux de tête, par exemple. C'est signe d'inattention. Alors là, j'avoue que j'ai pas compris. Ne pas avoir des maux de tête. Ça veut dire qu'en discutant avec la personne, vous aurez des maux de tête. Enfin, je comprends pas. Ou alors des maux de tête parce que peut-être la personne a des problèmes de yeux et que fixer la personne peut faire mal à la tête. En fait, j'ai pas compris la logique de la question. Mais l'idée, dans tous les cas, je le réitère, ne me faites pas dire, ne me faites pas aller dans votre sens. Je le réitère, regardez les gens avec qui vous discutez. Ça, il n'y a rien à faire.
je ne sais pas comment vous allez vous y prendre, mais regardez les personnes avec qui vous discutez. Alors, perso, je ne peux pas regarder les gens pendant plusieurs minutes. Je vous demande vraiment pas de les regarder comme si vous étiez en train de les sculpter littéralement. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut les regarder. Il faut qu'ils sentent que vous êtes avec eux pendant qu'ils sont en train de se livrer à vous pendant qu'ils vous parlent. Il faut que la conversation avec vous puisse être un échange. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, par exemple, de pouvoir faire toute une matinée, vous n'avez discuté avec personne, et après vous discutez avec une seule personne, même juste lui dire bonjour, même bonjour, après vous continuez. Est-ce que vous ne sentez pas que vous vous sentez différent? Si vous restez calme et vous essayez de réfléchir, vous allez voir que vous allez vous sentir différent. Vous savez pourquoi? Parce que le bonjour que vous avez donné, c'est un échange d'énergie. En fait, quand vous discutez avec quelqu'un, vous échangez de l'énergie. Et regarder cette personne impacte grandement ce que la personne ressent quand vous êtes là. Il y a des gens qui vont vous dire, ah, moi j'aime beaucoup comme Dédié est là. Moi, je me sens à l'aise quand Dédié est là. En fait, elles se sentent à l'aise quand Dédié est là parce que Dédié la regarde quand elle parle. C'est-à-dire que pour elle, comme Dédié me regarde pendant que je parle, c'est inconscient, hein, c'est pas un processus conscient. C'est inconscient. C'est-à-dire que comme Dédié me regarde pendant que je parle, certainement que ce que je dis est important, donc je me sens bien quand Dédié est là. Mais pour tous les autres, puisqu'ils ne me regardent pas, ils ne me répondent pas, ils me répondent à peine ou ils ne vont pas vraiment dans le fond de ce que je dis, donc potentiellement, ce que je dis n'est pas important pour eux, donc voilà, leur présence. Est-ce que vous comprenez un peu dans quoi est-ce qu'on est en train de s'engager? Est-ce qu'on est bon? Ok, ok. Alors, maintenant, passons un peu dans la sphère professionnelle. Je vous invite aussi à être attentif, hein, pour la sphère professionnelle, c'est très important. L'erreur numéro 1, j'ai parlé de 5 erreurs aussi dans cette sphère, donc l'erreur numéro 1 qu'on va avoir tout le temps à faire, ça sera de prendre les feedbacks comme une attaque. C'est d'avoir un mindset fixe en milieu professionnel. Comme je l'ai dit tout à l'heure en début de mon allocution, le mindset fixe, ça va être le mindset où tout est déjà fait, voilà, les gens sont comme ça, les gens sont comme ça, les gens ne changent pas. Et donc, une personne qui a un mindset fixe, c'est une personne qui se reconnaît très très facilement. Faites-lui une remarque et vous verrez qu'il aura pour réflexe de se justifier tout de suite. Oui, mais en fait, c'est parce que, voilà, c'est-à-dire qu'il ne va même pas essayer de comprendre ce que tu essaies de l'apporter. Il va se justifier immédiatement au lieu d'écouter la critique constructive que tu es en train de l'amener. Et ça, c'est des personnes qui sont facilement identifiables. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui soit plus facile à identifier que quelqu'un qui a un mindset fixe. Dès que tu lui dis oui, mais est-ce que tu penses que ça n'aurait pas été mieux comme ça? Oui, non, mais tu penses pas que. Non, 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 non. Moi, en fait, j'ai fait ça parce que il y avait ça, ça, ça. Oui, mais est-ce que tu. Non, 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 non. C'est des personnes, difficilement, tu vas arriver à lui faire changer d'avis parce que justement, il a un mindset fixe. Donc, quand on a un mindset fixe comme ça, les conseils sont pris comme des leçons. Hein, en fait, l'ego s'en mêle très facilement. Et donc, il confond le travail qu'il est en train de faire avec sa valeur personnelle. Et ça, c'est vraiment pas une bonne chose de pouvoir se comporter comme ça. Je vous invite vraiment à aller suivre ne serait-ce qu'un résumé même de ce livre dont j'ai parlé au début de webinaire. Mindset. Alors, l'erreur numéro 2, ça sera l'absence de clarté dans les communications interpersonnelles dans la sphère professionnelle. Mes amis, croyez-moi, s'il y a une chose que vous devez retenir, en tout cas pour ceux qui sont actuellement dans la réunion avec moi, le nom du livre c'est Mindset. Mindset, comme vous l'entendez, un mindset, c'est le nom du livre, Mindset. La chose que vous devez absolument retenir, c'est que dans la sphère professionnelle, quand je dis sphère professionnelle, je parle de, s'il y a des médecins qui m'entendent, l'hôpital. Je parle de tout ce qui est là où vous travaillez, c'est-à-dire peu importe où c'est, que ce soit, je sais pas moi, logistique et transport, droit, peu importe. Et je parle aussi de tout ce qui est associatif. Tout ce qui est associatif, tout ce qui est ONG, tout ce qui est. L'ambiguïté sera votre pire ennemi en matière de communication interpersonnelle. C'est de penser que ce que vous dites est évident pour la personne qui vous écoute, alors que ce n'est absolument pas évident pour elle. Et de dénigrer cette personne quand cette personne pose trop de questions. Donner des instructions floues, surtout quand vous êtes manager, et blâmer les autres parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous dites, c'est un peu comme si vous parliez une langue que les gens en face de vous ne comprennent pas et que vous étiez en train de les blâmer pour ça.
C'est pourquoi faites toujours en sorte que la personne en face de vous puisse comprendre ce que vous êtes en train de dire dans les détails. Ça, c'est très important. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va faire la différence entre un bon manager et un mauvais manager. Ça, c'est non négociable. Si vous voulez être un bon manager ou vous voulez être quelqu'un qui communique bien, en tout cas avec les personnes qui sont autour de lui, dites les choses de manière claire. Utilisez des mots simples, des concepts simples pour que la personne puisse comprendre ce que vous dites bien et qu'il puisse saisir et ne pas oublier. Donc la troisième erreur, ça va être la rétention d'informations pour pouvoir, je suis toujours dans le milieu professionnel, ça va être la rétention d'informations pour pouvoir soit viser une promotion ou se valoriser par rapport aux autres. Ça va être la personne qui au boulot fait toujours en sorte que lui puisse toujours être informé au détriment des autres, entre guillemets. C'est de garder l'info pour soi, pour se rendre indispensable. Ça va être vraiment la pire des comportements à avoir en termes de relations interpersonnelles ou de communication interpersonnelle. C'est nuisible pour toute l'équipe, ça diminue les chiffres, c'est jamais une bonne chose Et moi, si je suis manager, ce genre de personne, surtout s'il ne change pas, je m'en débarrasse. La quatrième erreur, ça va être l'évitement des conversations difficiles, surtout dans la sphère professionnelle. Même dans la sphère sociale, hein, ça arrive. Les conversations difficiles sont en général des moments où voilà, il faut que vous puissiez tenir une conversation gênante parce que l'autre en face de vous, vous ne savez pas toujours comment la personne va la prendre. Peut-être qu'elle sent mauvais, peut-être qu'elle a une mauvaise haleine, peut-être qu'elle ne fait pas toujours, elle fait peut-être quelque chose qui est désagréable pour vous. En fait, c'est une conversation qui de base est gênante pour vous et vous trouvez que c'est difficile de pouvoir entamer cette conversation avec la personne. Et vous évitez cette conversation. C'est quelque chose également à travailler dessus. Donc, ne pas dire quand quelque chose ne va pas, par peur du conflit, en général, finit par vous ternir et par vous mettre dans une position où vous allez supporter des choses que vous n'avez pas à supporter. Ce n'est absolument pas une culture saine des relations. Si vous voulez avoir une culture saine avec les gens, faites preuve de sagesse, mais surtout faites preuve de courage pour discuter avec les gens sur des sujets difficiles. Amenez-les au coin et dites-leur, voilà, il y a ça, ça, ça que je voulais te dire. Je ne veux pas que tu puisses le prendre mal, mais voilà, ça, je pense que ça pourrait potentiellement être mieux. La cinquième erreur que les gens font, hein, c'est surtout ne valider que le résultat, pas l'effort. Ça va être vraiment le genre de chef qui est là seulement à vous féliciter si vous avez réussi. Si ça ne marche pas, il est là en train de vous taper dessus et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre que quand quelqu'un fait un travail, il faut valoriser à la fois l'effort qu'il fournit pour pouvoir faire ce travail que le résultat final. Je vois vraiment les efforts que tu fais, c'est très bien, félicitations, continue comme ça. Et quand il réussit, je suis vraiment fier de toi parce que tu as réussi et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est de pouvoir comprendre que les deux sont importants. Pour la sphère professionnelle, est-ce qu'on est bon? Ok. Alors, je vais passer à la sphère rose. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en couple ici? Il y a des conjoints et conjointes ici. Là, je pense qu'on va parler de vous. Ah, quand je dis il y a des conjoints ou conjointes ici, personne ne parle. Hein? Vous vous cachez? J'ai quelqu'un qui a levé la main. Marem Diouf. Oui, allez-y. Oui, Marem. Marem Diouf, est-ce que vous êtes là? Visiblement non. Ok. Je vais donc continuer pour la sphère rose. Donc oui, j'ai vu des rires tout à l'heure. Ah oui, c'est parce que j'ai dit que vous étiez en train de vous cacher. Que des célibataires. Mon Dieu. Peu importe. Vous allez certainement finir par vous mettre en couple. Parce qu'il faut pérenniser la race humaine. Donc c'est important pour vous de pouvoir apprendre ces choses. Alors, donc, toujours dans les relations interpersonnelles, dans les relations de couple, il y a aussi certaines conversations ou certaines réactions qui peuvent sembler être vraiment qui peuvent être finalement des réactions, on va dire, nocives. Donc la première erreur, ça va être de pouvoir attendre que l'autre devine ce dont vous avez besoin. Et ça, c'est vraiment une erreur qui est inhérente souvent à la gente féminine, c'est-à-dire les femmes,
qui sont toujours dans un processus psychologique d'attendre que le conjoint puisse anticiper ce dont elle a besoin pour pouvoir le lui donner, alors que le conjoint n'est pas devin. S'il m'aimait vraiment, il aurait su ce que je veux. S'il m'aimait vraiment, il aurait fait ceci ou cela pour moi. Alors, déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'amour ne donne pas des pouvoirs télépathiques. Ça n'existe pas, d'accord? Si vous voulez être dans une relation saine avec quelqu'un, dites ce dont vous avez besoin. Dites pourquoi vous avez besoin, enfin, communiquez, d'accord? Parlez. Si vous trouvez que c'est trop difficile, je ne sais pas, donnez des signes à l'autre. C'est-à-dire que vous avez besoin, par exemple, je ne sais pas moi, je suis toujours dans une logique féminine qui veut quelque chose. Vous avez besoin d'un sac, voilà, dites des trucs comme j'ai toujours aimé ce sac, voilà, je trouve que c'est ça qu'il est très beau. Enfin, dites quelque chose. Mais vous voyez le sac ensemble parce que vous êtes en train de vous promener dans un rayon et tout, et vous dites rien. Et vous espérez que le conjoint puisse comme ça deviner. Ce n'est vraiment pas une bonne attitude. Et en général, ça finit par créer des frustrations qui n'ont pas lieu d'être. C'est très 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 nocif. Donc l'idée c'est de comprendre que discutez, dites ce dont vous avez besoin. C'est très 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 important. Si vous ne dites pas ce dont vous avez besoin, le conjoint ne devinera pas ce dont vous avez besoin et ça créera des frustrations qui finira finalement par vous emmener dans une logique où vous allez développer des non-dits à l'intérieur de la relation. Donc la deuxième erreur, ça sera de voir un conflit comme un signe de fin. Là encore, on est dans un mindset fixe. Les personnes qui sont dans un mindset fixe quand ils se mettent en relation, ils sont souvent dans une logique où tout doit bien se passer. C'est-à-dire que vraiment, nous, on est un couple, si on se met en couple, c'est bien, ça va être rose, ça va être bien. Et souvent, c'est dû à plusieurs stéréotypes, des réseaux sociaux, telenovelas, des séries, ainsi de suite, ainsi de suite. La personne va se dire, ah, si on se discute, c'est peut-être parce qu'on n'est pas fait pour être ensemble. C'est peut-être parce qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. D'accord? Et c'est vraiment nocif en termes de relation. Il faut comprendre qu'en matière d'amour, hein, comme le dit une citation, je ne sais pas si je pourrais m'en souvenir, je pense que la citation dit, en matière d'amour, il y a ceux à qui on offre le miel, ceux qui doivent affronter les abeilles, et il y a des apiculteurs. Donc ceux à qui on offre le miel, c'est ceux qui trouvent l'amour facilement et qui, voilà, continuent dans cette lancée. Et il y a ceux qui affrontent les abeilles, c'est-à-dire qu'ils affrontent beaucoup de difficultés, ils se chamaillent, ils changent beaucoup de choses, et ainsi de suite, et après ils se mettent ensemble, et ça devient bien. Et il y a les apiculteurs qui construisent eux-mêmes l'amour jour après jour, jusqu'à ce que ça puisse donner quelque chose. Donc le conflit, ça va être un outil pour mieux vous comprendre. Il faut se débarrasser d'un mindset fixe dans les relations interpersonnelles, ou de se dire, et ça ne marche pas seulement dans la sphère rose, donc dans la sphère amoureuse, ça marche aussi dans toutes les sphères, que ce soit la sphère professionnelle, la sphère sociale. Quand vous discutez avec quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire que voilà, vous devez couper les ponts, je ne sais pas, devenir ennemi, ainsi de suite, faire votre vie de votre côté. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous discutez avec quelqu'un, c'est quelque chose qui ne va pas. Essayez de comprendre ce qui ne va pas pour pouvoir mieux l'arranger, améliorer les relations avec cette personne. Souvenez-vous que il vous est déjà arrivé naturellement de pouvoir vous chamailler avec quelqu'un, et puis, quand vous vous réconciliez, vous êtes beaucoup plus proche. C'est souvent parce que le lien qui vous unissait est beaucoup plus solide quand vous faites la paix plutôt que quand vous vous chamaillez. C'est pourquoi d'ailleurs les couples qui durent le plus sur le long terme sont les couples qui se chamaillent le plus. Souvent, vous verrez que les couples qui se chamaillent tout le temps, tout le temps, tout le temps avec des gens pour leur séparer à chaque problème, bah finalement, à long terme, ils seront toujours ensemble. C'est-à-dire que vous qui apportez les conseils, finalement, ça sera vous le problème. Donc, la relation, ça se construit brique par brique. L'idée, c'est de comprendre que le conflit n'est pas une anomalie, c'est une occasion d'ajustement. Ok. L'erreur numéro 3. L'erreur numéro 3, ça va être, comme je l'ai écrit, le tu qui tue. Donc, ça sera commencer, ça aussi, c'est vraiment la jante féminine, hein, souvent qui est enclin à ça. Ça va être de commencer ces phrases par des reproches. Tu ne m'as jamais, tu es toujours comme ça, tu as toujours cette réaction, voilà. C'est en fait utiliser des généralisations. Tu n'es jamais là, tu n'es jamais, voilà. La situation, c'est qu'il faut comprendre que une situation ne définit pas la personne. D'accord? Une situation ne peut pas définir une personne. Donc, si c'est une situation, il faut rester sur la situation. Et si on a envie de généraliser parce que la personne fait toujours ça, il faut comprendre la dernière fois tu as fait ça, l'autre fois également tu as fait ça, et là tu le refais encore.
Ce qui prouve qu'il n'y a pas d'amélioration dans ce que tu es en train de, dans le processus que tu as entamé. Tu n'essaies pas de changer. Est-ce que vous comprenez? Mais l'idée, c'est à chaque discute dire oui, tu n'es jamais là, tu es toujours comme ça, ainsi de suite. Et ça concerne aussi la jante masculine. Il ne faut pas parler comme ça parce que ça a un effet destructeur sur la personne. C'est comme si un peu vous attaquez à la personne au lieu d'attaquer au problème. Souvenez-vous toujours que lors d'une discute, c'est vous deux contre la discute et non pas vous contre le conjoint ou la conjointe. Donc la quatrième erreur, ça va être tenir compte, on va dire comme on dit souvent, de tout ce qui est vieux dossier qui est passé et qui ressort toujours à chaque discute. Donc c'est ressortir les vieux dossiers après chaque discute, c'est vouloir gagner tout le temps, plutôt que de pouvoir résoudre le problème. Il faut comprendre que ce qui est important, c'est comme je l'ai dit, c'est que vous puissiez résoudre le problème. Pas revenir. C'est jamais une bonne idée de faire revenir un vieux dossier pendant une discute. Jamais. Que vous soyez le conjoint ou la conjointe, c'est jamais productif, c'est toujours contre-productif que de pouvoir ressortir les... S'il faut le faire, il faut le faire dans une logique où il n'y a pas eu d'amélioration. Et maintenant, tu vois qu'on est toujours sur les mêmes choses. Ok. Mais s'il faut ressortir ça dans le but de faire mal à l'autre, alors là, on n'est absolument pas dans une discussion constructive. Et enfin, la dernière chose, la dernière erreur qui va être vraiment inhérente donc comme ça à la sphère rose, ça va être le repli sur soi. Et ça ne concerne pas seulement les amoureux, ça concerne également toutes les personnes qui voilà, font des relations, en fait, sont dans des discussions interpersonnelles, c'est-à-dire tout le monde. Ça va être le repli sur soi. Ça veut dire que, étant donné que je ne peux pas m'exprimer, je vais avoir tendance à me murer dans une sorte de silence pour pouvoir me replier sur moi-même. Et refuse donc comme ça toute tentative de connexion avec l'autre. Et dans ce genre de cas, en fait, on ne dit plus rien. Et comme on ne dit plus rien, voilà, les choses finissent par s'envenimer et finalement par devenir extrêmement complexes. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, est-ce que il y a des questions jusque-là? Alors là, je ne sais pas qui a levé la main. Marine Diouf, est-ce que vous êtes là? Ah, c'est Marine Diouf qui avait levé la main tout à l'heure. Oui, Shaima, vas-y. Mhm, 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 mhm. Ben, on discute. Là, l'idée, c'est de discuter et de pouvoir trouver un compromis. Il faut pouvoir dire, ah, j'ai remarqué que tu es comme ça, et que tu traînes avec beaucoup de filles. Moi, ça me dérange. Ça me dérange parce que je pense qu'il y a ça. Voilà comment je me sens quand tu fais ça. Et bien après, voir le feedback que lui il te donne. Est-ce que finalement, lui, voilà, ça le dérange que tu puisses te sentir comme ça parce qu'il est avec des filles ou ça lui laisse de marbre? Après, qu'est-ce qu'il fait par rapport à ça? Est-ce qu'il va du coup s'éloigner des personnes avec qui il est déjà en contact ou alors est-ce qu'il va continuer? Quel compromis est-ce que vous allez trouver par rapport à ça? Est-ce qu'il va se présenter à ces gens? Est-ce que vous allez, je sais pas moi, aller ensemble avec lui, qu'il te présente, je sais pas, à ses amis, filles, pour que vous puissiez devenir, je sais pas, copines, et que tu puisses les connaître, peut-être que ça te rassurera, ou alors peut-être qu'il va devoir s'éloigner d'eux parce qu'il trouve que voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Enfin, discuter. Il y a pas de solution en tant que telle. Souvenez-vous, hein, il n'y a pas de solution en tant que telle. Il faut décider d'une marche à suivre et pouvoir construire ensemble ce qui est parfait pour vous deux. Mais il y a pas de solution entre guillemets. Non, ça n'existe pas. C'est un choix qu'il faut que vous puissiez faire et que vous puissiez tenir ensemble. D'accord. En fait, on avait déjà discuté.
Ok, je vois. Ce qui est sûr, c'est que dans ce genre de cas, il faudra rediscuter jusqu'à ce que vous puissiez trouver un terrain d'entente et que vous puissiez finalement vous aligner. Mais dans tous les cas, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus en profondeur. Ok. Alors, pour les autres, est-ce qu'il y a des questions? Je suis arrivé à la fin de ma présentation. J'ai fini. J'aimerais que vous puissiez poser des questions s'il y en a avant qu'on puisse se séparer. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Pas de questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, c'était un plaisir. Oui, je vois dans la barre. Pour moi, c'est bon. Ok. S'il n'y avait pas de questions, c'était un plaisir pour ce premier webinaire qui était censé être le dernier webinaire de 2025. Je tiens à vous remercier pour cette première session. Merci à vous aussi. Donc, c'était un plaisir pour moi, en tout cas, de pouvoir tenir ces moments avec vous. Ce qu'on va faire vraiment pour les prochaines sessions, c'est, je pense, ça sera vraiment, des thèmes ne seront plus choisis par moi. Je veux vraiment que maintenant les thèmes puissent être choisis par vous. Et donc, on va procéder, je pense, toutefois à des sondages. Et à partir de là, on verra très bien comment est-ce qu'on pourra continuer. Donc, pour cette année 2026, je pense que c'est ça qu'on fera. Mais je vous souhaite une très bonne soirée et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire pour ceux qui ont mon numéro. Je répondrai avec plaisir. Et bonne soirée à vous.